Et même le Front National qui apparaît comme les méchants, il n'empêche qu'il est fort utile au système, et fort utile, et là je ne fais que citer un truc officiel, c'est le 7-8 janvier 2011, vous pouvez lire ça sur Internet, où Marine Le Pen a accordé un entretien à un journaliste israélien à Haaretz, où elle a dit que le Front National avait toujours été pro-sioniste. C'est bien dans le mot du système. Hein. Donc, bien comprendre cette mentalité de ping-pong. Et à titre d'information, la réforme anglicane du XVIe siècle ressemble comme deux gouttes d'eau à la réforme de l'Église catholique avec Vatican II, dans les années 60. Exactement pareil, avec, dans la messe catholique traditionnelle, le prêtre tourne le dos aux fidèles pour s'adresser à Dieu et ensuite aux hommes. Avec la réforme protestante et Vatican II depuis, le prêtre d'abord s'adresse aux hommes avant de s'adresser à Dieu. Il y a une rupture dans les relations homme-dieu. Et pour montrer la perversité de cet homme, Thomas Cranmer, les autels avant étaient contre le mur. Et maintenant, avec les messes qui sont anglicanes et catholiques progressistes, ce sont des tables. Le prêtre regarde les fidèles. Pour montrer la perversité de cet homme, l'intelligence aussi, parce qu'il était extrêmement intelligent, mais une intelligence perverse, il a démonté toutes les pierres consacrées des autels anglais, catholiques anglais. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Des pierres consacrées, quand on est catholique, on ne peut pas en faire, je veux dire, des murs, hein, ce sont des pierres consacrées. Il en a fait des marches d'escalier pour les églises, ce qui fait que les Anglais, paysans comme la plupart des Européens au XVIe siècle, avant de rentrer dans l'église, se frotter les pieds sur des pierres consacrées. Et donc pour lui, c'était une jouissance de voir ça, de voir des pierres consacrées servir de paillasson. Et je vous demande d'être conscient de ça. Les véritables intelligences, malheureusement au service du mal, tordues, ça existe, mais à une très très grande élite, c'est-à-dire un très haut sommet. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont capables de faire des choses apparemment bien, mais quand on gratte, c'est tordu. Vous avez un Français qui était comme ça, un très grand diplomate, 18e, 19e siècle, qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand. Raffiné, très fin, subtil. Napoléon Ier avait parfaitement, mais pourri, hein, Napoléon Ier avait parfaitement résumé la situation en définissant l'homme comme, je cite Napoléon, de la merde dans un bas de soie. Pour vous dire, c'est la fameuse engueulade de Talleyrand en 1809 face à Napoléon l'engueule comme du poisson pourri, parce que Talleyrand trahissait, comme disait un de ses amis, il vendrait ses parents pour du fumier. Un jour, Napoléon l'a engueulé en mettant le poing sur le nez en disant Talleyrand, que de la merde dans un bas de soie. Et Talleyrand appartenait à cette élite, malheureusement au service du mal, qui était capable de faire le mal en présentant les apparences du mal. Et ça, je vous demande d'être très conscient parce que c'est donner une toute petite catégorie de personnes à une élite, et ces élites-là, on les retrouve dans les think-tanks anglo-américains et allemands, et on les retrouve aussi en fait, peu importe le peuple, français, chinois, arabe, peu importe la nationalité, la couleur de peau. Ça existe. Alors quand c'est au service du bien, quand vous avez une intelligence subtile, au service du bien, c'est extraordinaire, mais quand c'est au service du mal, putain, ça fait des dégâts. Et je vous dis, lisez Talleyrand. Talleyrand, c'est une parfaite étude pour comprendre que vous avez des intelligences machiavéliques. Lorsqu'il était sur son lit de mort, Louis-Philippe, une petite anecdote, après je continuerai, Louis-Philippe va lui rendre visite, et Talleyrand souffrait, et il dit à un moment donné à Louis-Philippe, dans les années 1838, je souffre comme un damné. Et Louis-Philippe lui a répondu, déjà, il faut vous dire que, bon. Alors, donc, ce monde anglo-saxon va, au lendemain de la Première Guerre mondiale, créer le CFR et Chatham House. Mais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a un événement avec la mise en place d'un institut qui existe toujours, qui s'appelle la Pan-Europe, avec un homme, là aussi méconnu du public français, qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi. Pour donner l'idée, 1894-1972. Richard de Coudenhove-Kalergi appartenait à la très haute aristocratie austro-hongroise.
Mais il avait une caractéristique, et cette caractéristique est très intéressante et très importante à connaître. Une caractéristique qui déjà est très rare au sein des grandes familles aristocratiques, qu'elles soient autrichiennes, italiennes, françaises, mais à ma connaissance, fin 19e siècle, c'est un cas unique. Richard de Coudenhove-Kalergi était métis. Son père était autrichien et sa mère était japonaise. L'histoire, en fait, c'est le père de Richard, Reinhard de Coudenhove-Kalergi, était diplomate à l'ambassade d'Autriche-Hongrie, à Tokyo. Et là, un jour, il rencontre une jolie japonaise qui lui dit en gros, viens chez moi, on va boire du thé. Et 9 mois après, bon, petit Richard est né. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une époque où on se déplaçait lentement. Et il est revenu enfant en Autriche et au sein de la noblesse austro-hongroise, cette noblesse, elle, qui n'avait pas bougé, avait un univers très limité. C'était en gros les Balkans. Lui, Richard Coudenhove-Kalergi, né à Tokyo, de mère japonaise et de père autrichien, avait une vision planétaire des choses, chose qui était fort peu courante dans ses élites. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, après avoir obtenu son doctorat de philosophie, il décide de créer en 1922 un institut qui s'appelle la Pan-Europe. Pan-Europe dont l'objectif, et l'intention est bonne, c'est plus de guerre. Après la boucherie de 14-18, on arrête nos conneries, la paix. Et l'unité de l'Europe pour empêcher un conflit comme 14-18. Et cet institut va prospérer. Il va de soi, lorsqu'on s'intéresse à ce genre d'institut, il y a un réflexe automatique à avoir. Le fric, il vient d'où? Parce que c'est pas gentil d'avoir une université. Moi aussi, je peux créer un institut contre la guerre, contre la grêle, contre le tremblement de terre, mais il faut de l'argent. D'où venait l'argent? Je vous ai parlé d'Anthony Souton. Et Anthony Souton, lui, il a apporté les preuves. En fait, Anthony Souton a montré que la Pan-Europe avait été financée par une banque germano-américaine qui s'appelait les Warburg. Vous avez les Warburg, Max Warburg, la branche allemande, et vous avez Paul Warburg, la branche américaine. Et en fait, pour comprendre ce nouvel ordre mondial et pour comprendre notre situation actuelle, il faut connaître l'action des grands ancêtres. Et ce nouvel ordre mondial, c'est comme un puzzle, il faut voir chaque pièce et ensuite les mettre et pour recomposer le paysage. Paul Warburg, qui connaît cet homme qui est mort en 1946 et qui a déterminé notre vie. Paul Warburg, c'est le premier président de la Fed en 1913, la création de la Fed, décembre 1913, qui est la première banque indépendante du pouvoir politique et qui émet les dollars. Le président des États-Unis, qu'il soit républicain, démocrate, noir, blanc, métis, tout ce que vous voulez, n'a aucun pouvoir sur la Fed. Le premier patron de la Fed, c'est Paul Warburg. Je vous ai parlé de la création du CFR en 1921, le think tank américain. Le premier patron du CFR américain, c'est Paul Warburg. Et donc il faut connaître cet homme. Et Paul Warburg était en fait un émigré juif allemand qui, au XIXe siècle, est venu aux États-Unis naturalisé américain. Et son frère, Max Warburg, est resté en Allemagne, à Hambourg, et c'est Max Warburg qui va financer la Pan-Europe. Pour la petite histoire, vous connaissez cette entreprise allemande AEG. Eh bien, Paul Warburg et Max Warburg étaient membres du comité directeur de cet institut, de ce groupe de finance et économique allemand. Bon. Donc, dès le début, Richard de Coudenhove-Kalergi obtient une source de financement immense. Les élites financières. Bon. Avec ça, le financement était assuré. Et il a sorti en 1925 un rapport très intéressant qui a été publié dans le cadre de la SDN, l'équivalent de l'ONU de l'époque, pour dire en gros, il faut mettre en place une Europe unifiée dans le cadre, alors il ne dit pas le mot gouvernance mondiale, il faut être franc, mais l'idée est là d'un État mondial, création de continents politiques, nord-américains, sud-américains, européens, etc., et l'ensemble constituant l'architecture. Bon. Vous avez l'intermède d'Hitler, je pourrais en parler, mais je préfère me rapprocher le plus vite possible de notre époque. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Richard de Coudenhove-Kalergi
soutenu par le monde anglo-saxon, et entre autres par Winston Churchill. Je rappelle que Richard de Coudenhove-Kalergi a écrit un bouquin qui sortit en 1951-52 intitulé « J'ai choisi l'Europe ». Il a une préface, la préface de Winston Churchill, ça aide quand même. Et il a donc le soutien du monde anglo-saxon, du CFR, du Chatham House, et entre autres, il se met en place ce qu'on appelle le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, c'est la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Alors, je vais répéter la phrase. Le prix Charlemagne, la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Donc, ce sont les Européens qui vont recevoir le prix. Et effectivement, Richard de Coudenhove-Kalergi est le premier à l'avoir reçu en 1950, mais l'ont reçu, et je ne vais pas tous les donner, à titre d'information, vous avez toute la liste des noms sur le site qui est en allemand et en anglais, www.karlspreis.de. Et vous avez même les discours de remerciement en anglais et en allemand. Bon, l'ont reçu François Mitterrand, Kohl, Simone Veil, Angela Merkel, Winston Churchill, Jean Monnet, ça, j'allais dire, j'aurais dû même commencer par lui. Mais en 1987, l'a reçu un certain Henry Kissinger. Ah. Puis en 2000, alors là carrément, c'est le président Bill Clinton. On s'est dit, tiens, je ne comprends pas, je croyais que c'était un truc pour la construction européenne. Un Américain qui reçoit ça, je ne piche pas. Évidemment, vous allez comprendre ça. Avant de parler, donner l'explication, en fait, j'ai appris l'existence du prix Charlemagne grâce à Giscard, qui a reçu en 2003 ou 2004, je ne sais plus, 3 ou 4, le prix Charlemagne, et dans son discours de remerciement à Aix-la-Chapelle, chaque année c'est Aix-la-Chapelle, dans son discours, il rend hommage à Richard de Coudenhove-Kalergi en disant en relisant le discours de Coudenhove en 1950, il avait été très ému. Et moi aussi, je me suis dit, j'ai envie d'être ému. Je vais lire le discours de Coudenhove. Ah la vache, effectivement, il y a des discours comme ça qui sont absolument extraordinaires. En gros, qu'est-ce qu'il dit, Coudenhove? Il dit qu'il faut une Europe unifiée, et je cite, une Europe unifiée de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Mettre en place une constitution fédérale. Et il dit ceci. Les Anglais n'ont jamais accepté une Europe unifiée, que ce soit avec Napoléon ou bien avec Hitler. Mais maintenant, le problème n'existe plus, car nous allons mettre en place une union atlantique entre l'Europe et l'Amérique, l'Angleterre faisant le pont, enfin l'Angleterre dit l'Empire britannique, pour être précis, mettre en place un Dreieckbund, littéralement une fédération à trois. Eh bien, cette union atlantique, lancée par Coudenhove, et en fait, il n'était que le porte-parole de toutes les élites anglo-américaines, cette union atlantique se met en place, elle doit en théorie voir le jour en 2015. Je dis en théorie, parce qu'il peut y avoir 1, 2, 3, 4 ans de décalage. Et c'est simple, cette union atlantique, ce bloc euro-atlantique, qui doit voir le jour en théorie pour 2015, on ne peut pas faire plus officiel. Le complot, il n'y en a pas, vous allez sur le site de la Commission européenne, et vous avez tous les textes de 1990, 95, 98, 2004 et 2007. Voilà, tous. Et ils sont uniquement en anglais en plus. C'est là où on reconnaît la langue du maître. Bon, bref.